Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 4e épisode, nous allons parler de l'importance d'avoir une vision dans l'entrepreneuriat. Alors ce week-end, j'ai entendu une citation qui se prête complètement à tout ce que je vais vous expliquer tout au long de l'épisode, et il s'agit de celle-ci. Si tu échoues à planifier, tu planifies à échouer. Je vais la redire. Si tu échoues à planifier, tu planifies à échouer. Donc en fait, on va très largement la commenter, cette citation, tout au long de l'épisode. Mais ce que j'ai envie de vous dire et que vous devriez retenir de cette citation, c'est qu'en clair, si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez pas non plus de réalisation. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand il est question de vision dans l'entrepreneuriat ? Eh bien, c'est en fait avoir une clarté d'esprit à un instant T de votre vie sur le projet que vous avez pour votre business, l'objectif que vous lui fixez, le cap que vous avez envie de lui donner. Donc c'est avoir la capacité à se le représenter mentalement, à se le visualiser de façon très claire. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose de très fondamental qui doit être à la base de toute initiative entrepreneuriale. Et je dirais même que, au-delà même d'un projet professionnel, ça doit être à la base de tout projet personnel. Si vous prenez l'exemple par exemple du mariage, eh bien pourquoi lorsqu'on cherche à se marier, on se parle tout de suite de nos visions d'avenir, du couple, de la famille, et on se projette, mais on n'a pas ce réflexe-là dans l'entrepreneuriat. Alors que l'entrepreneuriat requiert ce type de clarté avant d'initier quoi que ce soit. Donc, celles parmi vous ici qui ont bossé avec des grands groupes, en tant que salariés par exemple, elles le savent. En entreprise, les grandes entreprises, les grands groupes, ils font des prévisionnels, ils planifient le cap qu'ils veulent donner à l'entreprise à court, moyen et long terme. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que je récupère constamment des entrepreneuses parfois complètement dépourvues de vision, ou bien qui ont une vision très timide, voire trop ambitieuse, ou clairement pas posée. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu poses, tu le figes. Ce que tu figes, tu peux le confronter. Ce que tu peux confronter, tu peux le rencontrer. Ce que tu peux le rencontrer, tu le rends atteignable. En fait, la plupart des rêves qui se réalisent, c'est les rêves qu'on s'est donné la peine d'écrire. Et ensuite, on a mobilisé tout notre être pour leur donner vie. Alors, dans le cadre de mon accompagnement business, moi, le constat que j'ai tendance à faire, c'est soit que je constate qu'il y a des personnes qui vont être très pragmatiques et terre à terre, ou bien je vais en croiser d'autres avec des ambitions complètement déconnectées de la réalité. Par exemple, j'ai eu dernièrement une personne qui me disait « Mais moi, j'étais persuadée qu'avec mon offre d'accompagnement, j'allais cartonner, c'était juste évident pour moi. » Et bien entendu, vous vous en doutez, je la récupère 6 mois après son lancement, elle avait toujours rien vendu. Et j'en ai eu d'autres en accompagnement qui me disent « Tu sais, moi, je veux bien faire l'exercice de la vision, mais clairement, moi, j'y crois pas. Je peux l'écrire, mais j'y crois pas. Au fond de moi, j'y crois pas. » Et ça, c'est quelqu'un qui est en situation d'échec depuis de nombreuses années dans l'entrepreneuriat, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure, Inch'Allah. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est de revenir à ce juste milieu, les amis. Soupçonnez Allah du meilleur, puis donnez-vous les moyens. Mais effectivement, essayez de ne pas être trop terre à terre dans vos rêves, c'est quand même bien, mais ne soyez pas non plus complètement déconnectés de la réalité. Voilà, là, je vous ai décrit 2 personnes qui sont dans 2 extrêmes opposés. Et du coup, souvent, ce que je constate, moi, c'est que vous démarrez dans le business et la plupart du temps, vous vous lancez sans but, sans cap, sans objectif, sans provisionnel, et vous y allez un petit peu au talent. Et souvent, très vite, vous allez ressentir le besoin de formation, et vous allez donc commencer à vous former, mais vous allez vous former par exemple à la stratégie, à la technique marketing, et puis des fois, vous allez même venir consolider des performances dans votre corps de métier. Et puis très vite, vous allez déplorer que votre entreprise, votre business ne vous permet pas de vivre de façon confortable parce qu'il n'est pas suffisamment rentable. Et donc, que ce business n'est pas au service de la vie que vous vous étiez imaginé. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous dites « mais qu'est-ce que j'ai pu louper en fait ?» Souvent, ce que vous avez loupé, c'est la première marche d'un projet entrepreneurial. La première marche d'un projet entrepreneurial, c'est de planifier sa réussite. Et du coup, il faut comprendre qu'une réussite, les filles, ça s'organise, ça s'orchestre et ça se planifie. On ne peut pas y aller au talent, ça c'est pas possible. Souvent vous vous dites écoute, je vais tenter le truc, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, et souvent ce qui se passe c'est que vous vous retrouvez à ne rien prendre ou à prendre ce que les autres qui eux ont planifié ont refusé de prendre. Voyez ? Donc si vous prenez pas le temps
de vous poser avec la vision que vous avez pour votre projet, vous le verrez soit dépérir, soit apprendre par dépit ce qui reste sur le marché. Et en général, ce n'est pas les parts les plus sympas. Donc, si vous ne savez pas aujourd'hui répondre à la question « Quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise ?», alors sachez que votre entreprise, elle n'a pas de cap. Et si elle n'a pas de cap, souvent, elle n'aura pas ou peu de résultats. Parce que si rien n'a été posé pour l'orienter, eh bien, vous avancez sans but. Vous avancez à l'aveugle et vous avancez au gré de ce qui va se présenter à vous quotidiennement. Donc, ma solution à moi, c'est de dire que avoir une vision, c'est organiser la concrétisation de sa réussite. Et du coup, ce que vous devez comprendre, vous, c'est que, vous le verrez au fil de l'épisode, lorsqu'on avance avec une vision claire et un cas précis, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir au quotidien le pourquoi puissant, ce fameux pourquoi puissant dont on parle énormément dans le business, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler sur le podcast, qui va permettre justement d'aller concrétiser cette vision. Et du coup, quelle est la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour ? Eh bien, c'est clairement comment poser une vision pour planifier sa réussite dans le business. Et moi, comment je vais tenter d'y répondre aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'abord en vous disant, en vous mettant en garde contre ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous êtes là à poser votre vision. La deuxième chose, c'est se parler du mindset à avoir pour poser une vision. Parce que vous allez voir que selon l'état d'esprit, la vision que vous allez être capable de produire, elle n'est pas forcément à votre avantage. Et ensuite, on va se parler de ce que je préconise de faire à mes coachés quand elles sont dans l'exercice de la vision. Donc déjà, premièrement, on va se parler de définir sa vision à partir d'un soi bridé. Ça, c'est l'erreur que vous faites le plus souvent. Alors, effectivement, là, je vais vous parler de deux types de configurations qui reviennent le plus souvent avec mes élèves, mais il y en a d'autres. Là, j'ai envie de vous parler, par exemple, du cas des personnes qui figent une vision à partir de leur moi blessé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, en fait, souvent, je constate des personnes qui se prêtent à l'exercice de la vision, c'est-à-dire qui se disent, OK, je me pose 5 minutes, enfin 5 minutes, je vous conseille de poser plus quand même que 5 minutes, et elles se disent, quel cap j'ai envie de donner à mon entreprise ? Quels objectifs j'ai envie de lui fixer ? Vers quoi est-ce que j'ai envie de l'orienter ? Et puis, quand elles vont les poser à partir de ce qu'elles ont pu expérimenter comme échec. Elles sont également animées, trahies par leurs carences quand elles vont définir la vision. Elles sont également encore très marquées par des traumas. Elles sont aussi encore fragilisées par des blessures qui n'ont pas été guéries. Donc souvent, moi, ce que je constate, c'est que vous posez une vision, et cette vision, elle est très empreinte de ce que vous avez expérimenté et non surmonté. Et du coup, c'est une version de vous qui va orienter votre entreprise, mais c'est une version de vous qui n'a pas transcendé ce qu'elle a expérimenté. Les dés, ils sont pipés là. Vous allez forcément vous restreindre ou avoir une vision qui dénote complètement avec la réalité de votre marché. Vous savez, c'est les deux cas que je vous donnais précédemment, et là, je vais justement venir vous les étayer un petit peu. Donc, je parlais du cas, par exemple, de la personne que j'ai actuellement en accompagnement et qui était complètement cadenassée face à l'exercice de la vision. Et elle me disait, je veux bien en théorie faire l'exercice. Bon, déjà, elle a eu beaucoup de mal, elle l'a fait en partie. Et pour le peu qu'elle le faisait, bon, déjà, je remarquais que ses ambitions, elles n'étaient pas à la taille de ce qu'elle semblait porter comme espoir dans ce projet. Et ensuite, je vois que même si elle veut l'écrire, elle n'y arrive pas. Elle a une résistance mentale et émotionnelle à faire l'exercice qui est juste impressionnante. Et elle m'explique, écoute Ikram, moi je veux bien faire l'exercice. Mais en fait, même si je l'écris, je n'y crois pas. Et l'histoire de cette personne, c'est que elle est dans l'entrepreneuriat depuis 2018. Elle s'est formée, elle a pris tout un tas de formations en ligne pour se former au web marketing, pour se former au blogging, pour se former aux réseaux sociaux, etc., aux stratégies de communication. Et malheureusement, à ce jour, les 3 projets entrepreneuriaux qu'elle a portés, eh bien, ils n'ont pas produit d'effets qui lui permettent de vivre décemment en tant qu'entrepreneur. Et là, c'est vrai qu'elle en a son 4e projet entrepreneurial. Et du coup, je ne suis pas vraiment étonnée en fait qu'elle ait beaucoup de mal à définir une vision parce qu'elle a toujours en travers de la gorge les échecs qu'elle a pu expérimenter dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, c'est difficile quand on a vécu des échecs dans un domaine de venir se projeter dans celui-ci. C'est comme si vous disiez à une personne qui a connu 4 fois le divorce, eh bien de se projeter à une vision du couple, de l'amour et de la famille dans un 5e mariage, là où elle n'est pas encore complètement en paix avec ce qu'elle a pu traverser dans l'entrepreneuriat. Bon, elle, qu'on se le dise, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que elle, on a identifié des verrous psychologiques, on a identifié des blessures à soigner, on a identifié des expériences de vie à surmonter. Et clairement, je pense que c'est ce qui la draine depuis 2018, depuis ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Mais, quoi qu'il en soit,
si vous traînez des choses et qu'en plus de ça, toutes vos initiatives entrepreneuriales sont soldées par des échecs, vous risquez d'être cette personne qui va être très terre à terre dans votre vision. Et une entreprise, en fait, dès lors qu'elle est dessinée de façon très terre à terre, malheureusement, elle ne va pas avoir beaucoup d'élan. Et là, j'ai envie de donner l'exemple contraire d'une personne que j'ai eue la semaine passée au téléphone et qui porte un projet entrepreneurial qui sort de ses tripes, puisque c'est quelque chose sur lequel elle propose d'accompagner, qui l'a concerné elle directement pendant de nombreuses années. Et en fait, elle était absolument persuadée que lorsqu'elle allait lancer enfin sa formation en ligne, eh bien, ça allait cartonner parce que c'est clairement ce qu'il lui aurait fallu, elle, à l'époque, pour débloquer sa situation. Et elle a attendu la réussite. Et ça fait toujours 6 mois, je crois qu'elle l'attend, si ce n'est pas plus. Et elle comprend pas. Elle se dit, non mais, moi je suis allée tellement loin dans ma projection, je me suis tellement imaginé que j'allais cartonner, et le résultat c'est tellement pas ça que je comprends pas en fait. Comment l'écart il peut être aussi grand entre penser qu'on va cartonner et ne rien vendre du tout, il s'est passé quoi en fait. Et en fait, elle, son erreur a été de penser qu'elle avait la solution miracle qui va absolument sauver toutes les femmes qui sont aujourd'hui dans son cas, le cas qu'elle-même elle a surmonté il y a quelques années de ça. Et en fait, elle, l'un de ses soucis, c'est notamment que face à ses prospects, elle se pose dans sa communication en tant que sauveuse. Elle se pose énormément en tant que sauveuse et elle pense qu'elle vient avec sa cape magique de super-héroïne, elle vient avec une solution miracle que tout le monde va s'arracher. Non, en fait, ça marche pas comme ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si je me pointe en tant que sauveuse, je risque d'attirer des victimes. Et des victimes, qu'est-ce qu'elles font ? Ah bien, elles n'achètent pas, elles n'investissent pas sur elles. Elles se plaignent, elles râlent, elles disent que c'est dur, qu'elles méritent pas ça, etc. Mais elles vont rarement passer à l'action. Donc, si dans ma communication, je me positionne en sauveuse, je vais attirer des victimes. Et des victimes, ça n'investit pas. Ça râle, ça s'apitoie, ça pleure. Donc, vous voyez, ici, là, il faut savoir que elle a été cette personne qui avait besoin d'être sauvée pendant de nombreuses années de ce trauma qu'elle n'arrivait pas à régler. Et elle a pensé que comme elle en était sortie, elle pouvait à son tour débarquer sur le marché, débouler en mode sauveuse, et que tout le monde allait lui sauter dessus et s'arracher sa formation. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc là, il y a un état d'esprit. Dans l'entrepreneuriat, on n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour leur proposer une solution éprouvée qui a fonctionné, qui fonctionne, et on les laisse se responsabiliser face à l'acte d'achat. On n'est pas là à leur tenir la jambe et à leur dire que c'est douloureux, que c'est malheureux, qu'on les comprend totalement, parce que c'est pas comme ça qu'ils vont passer à l'action. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Et ensuite, j'ai l'exemple d'autres personnes qui, elles, quand elles posent leur vision, sont dans un mood de... Elles veulent prouver quelque chose à travers leur vision. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est tout aussi mauvais, en fait, pour vous. Parce que si on pose une vision à partir de quelque chose que je voudrais prouver, là, vous êtes dans un état d'esprit revanchard. Votre business devient le lieu où vous allez en découdre, où vous allez montrer aux autres que blablabla, blablabla, que vous êtes capable, que vous êtes assez forte, que vous êtes assez bonne, qu'ils auraient dû croire en vous, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un ego blessé. Sauf que, retenez bien ce que je vais dire, il n'y a pas de baraka dans le nefs. Votre nefs, vous devez faire un djihad, vous ne devez pas le nourrir et l'alimenter. Et là, j'ai envie de donner pareil l'exemple d'une élève qui a eu l'histoire un petit peu malencontreuse de redoubler au CM2, je crois. Donc on remonte à la petite enfance, là, quand même, le CM2. Quand elle était en primaire, je ne sais plus si c'était le CM2 ou le CE2. Elle a redoublé. Et le jour où elle a redoublé, ses parents lui ont dit bon, il n'y a pas d'avenir pour toi. Et clairement, ce qui va se passer pour toi, c'est que tu vas finir mère au foyer comme ta maman. C'est sa mère, il me semble, qui lui avait dit ça en plus, et son père avait confirmé. Donc, elle a redoublé et on l'a promise à un destin d'échec. Et le jour où je l'ai eu au téléphone, je me rappelle, ça m'a marqué, hein, c'était pourtant il y a plusieurs années de ça, elle me dit moi, Ikram, ma revanche à moi, c'est de leur prouver qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort de me promettre à l'échec depuis ma petite enfance, tout simplement parce que j'avais redoublé. C'était injuste, je ne méritais pas ça. C'était déjà suffisamment douloureux et inconfortable de redoubler. Et si en plus c'est pour venir me dire que je ferai rien de ma vie, que je serai une mère au foyer, désespérée, qui fera rien, et moi je veux absolument pas ressembler à ma mère qui a très mal vécu le rôle de mère au foyer, bien en fait non quoi. Non, je veux pas de ça et je veux leur prouver qu'ils ont eu tort de penser ça. Bon, elle aujourd'hui elle a la quarantaine et elle était déterminée à prouver ça et elle s'est promis de ne jamais arrêter tant qu'elle n'aurait pas montré ça. Donc ce qu'il faut savoir les filles, c'est que le business, c'est pas le lieu pour faire ça. Le business, c'est là pour servir l'autre. C'est quelque chose c'est un élan qui doit venir du cœur, des tripes, pas de l'ego blessé en fait. Réparez vos égos et arrêtez de construire des business sur la base de vos blessures.
Ça, c'est pas possible. Et ça s'en ressent dans votre business. Et vous aurez pour vos business l'intention que vous y avez posée. Si j'ai posé l'intention de prouver des choses aux autres, de fermer les bouches, comme on dit, de faire ceci, de faire cela, ben malheureusement, il n'y aura pas de baraka dedans, en fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, à partir de cette première partie, c'est de introspecter sérieusement. Et demandez-vous si actuellement, c'est le cas de votre vision. Ensuite, il va y avoir un deuxième point qui m'a beaucoup aidé et que j'enseigne constamment à mes élèves pour définir effectivement la juste vision qui est au plus près de ce qui est bon pour elle, puisqu'effectivement une vision, c'est pas la même d'un entrepreneur à un autre. Et voici comment est-ce que je m'y prends. Le mindset que j'ai, moi, concernant la vision, c'est de me dire qu'une vision, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'elle est là pour être réalisée. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que tu as laissé entendre un petit peu en introduction. Ouais, ok, mais une vision, c'est surtout là pour donner de l'élan. C'est surtout là pour être ambitieux. C'est surtout là pour définir un cap et un pourquoi. Mais une vision, c'est pas forcément fait pour être réalisé. Et là, du coup, j'ai envie de vous proposer de définir une vision à la Google. Et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Et puis ensuite, je vais vous parler de définir une vision à partir de ce qu'il y a de plus pur en vous, pas à partir de votre ego. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, c'est définir des objectifs à 50% atteignables. Vous l'avez deviné, c'est la technique Google. Est-ce que vous saviez que Google, chaque année, ils définissent un prévisionnel, ils définissent un plan d'action, ils définissent un cap, une vision pour leur entreprise, avec des objectifs qui ont une chance sur 2 d'être atteints. Ah ouais, des objectifs à 50% atteignables, ça veut dire que j'ai une chance sur 2 d'y parvenir. Et systématiquement, chaque année, c'est ce qu'ils font. Ils se fixent des objectifs challengeants, une vision challengeante, et ils se disent, ok, on a une chance sur 2 d'y parvenir, on le sait. Le postulat de départ, c'est ça. Et là, ça me rappelle à une phrase qu'on connaît tous, un dicton populaire qui dit « Visez la lune. En cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. » Et c'est ça que je trouve magnifique, en fait. Et quand vous regardez Google, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, vous dites « Ok, s'ils n'avaient pas visé la lune, ils n'auraient peut-être pas atteint les étoiles. » Soyez ambitieuse. Alors oui, on n'a pas tous pour projet d'atteindre la lune et du coup de finir dans les étoiles, mais malgré tout, ayez cette grandeur d'esprit de vous dire je vais me sortir de ma zone de confort, je vais aller rêver plus grand que moi. Et puis au pire, je serai juste à peine au-dessus, une tête au-dessus de moi-même, mais ce sera déjà toujours ça de prix. Et je me serai prouvé des choses à moi-même, il ne s'agit même pas des autres. Okay. Et ça, du coup, je trouve que c'est une manière d'aborder la vision qui est très très saine et qui en termes de mindset est très puissante. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'une vision, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est de la sortir de leur tripes, c'est de la sortir de leur cœur, c'est de la sortir de leurs âmes. Allez puiser dans ce que vous avez de plus pur en vous. Ça doit venir du bide, ça doit venir du ventre, ça doit venir du cœur, ça doit venir de l'âme, ça doit venir de quelque chose de très profond et de très spirituel en vous. Effectivement, on n'a pas à définir notre vision selon notre nefs, selon notre ego. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller chercher les yeux du cœur et d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Allez fouiner dans vos tripes. C'est quoi qui se cache comme envie profonde et sincère? Qu'est-ce qui se cache également au niveau de vos âmes? Qu'est-ce que vos âmes, dans leur partie leur plus pure, leur partie taqwa, leur partie saine, leur partie lumineuse, qu'est-ce qu'elles proposent? Regardez également la proposition dans vos ventres, en fait. C'est quoi qui se cache à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez envie dans vos tripes, dans ce qu'il y a de plus sincère en vous? Donc, moi, je dis souvent, allez la chercher à cet endroit-là. Lâchez cet ego, lâchez vos blessures, lâchez vos traumas, et regardez-moi juste de vous à vous, ce dont vous avez envie de la façon la plus sincère possible et la plus pure possible. Et ensuite, assumez-le et portez-le très fort. Allah nous a fait ambitieux. Il faut savoir que c'est une sunna pour nous d'être commerçants parmi les musulmans. Les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, le prophète lui-même, c'était tous des commerçants. Donc, Allah, il veut qu'on soit une communauté ambitieuse, il veut qu'on soit la meilleure des communautés. Et si on veut porter le projet qu'Allah a défini pour nous dans le Coran, à savoir d'être la meilleure des communautés, eh bien, il faut aussi qu'on soit les meilleurs dans ce qui est le poumon de la société. Et qu'est-ce que le poumon de la société? Eh bien, c'est l'économie. Donc, moi, je propose à la Oumma d'être ambitieuse à son niveau. Encore une fois, on n'a pas tous le projet d'atteindre la Lune, et c'est très bien comme ça. Il en faut pour tous les niveaux, j'ai envie de dire, et toutes les épaules, parce que chaque âme n'a pas la même charge à pouvoir supporter. Donc, ayez cette ambition d'un commerce au service d'une éthique beaucoup plus en phase avec ce que nous proposons en tant que musulmans. Et sachez d'ailleurs que c'est ainsi que l'islam s'est propagé. L'islam ne s'est pas répandu par le sang et par les conquêtes
sans foi ni loi. Au contraire, ça s'est répandu par les commerces. Les musulmans se sont un petit peu baladés un petit peu partout en Asie, etc. Et à chaque fois qu'ils allaient commercer et qu'ils le faisaient de la manière la plus honnête possible, eh bien les commerçants en face qui n'étaient pas encore musulmans ont été étonnés de voir ces commerçants qui ont une éthique absolument extraordinaire. Parce que vous le savez, le commerçant, il est réputé pour être un vendeur de tapis, à qui on ne peut pas faire confiance, pour qui la fin justifie les moyens. Eh bien, les musulmans, ils ont ramené de l'éthique dans le business. Et j'ai très envie qu'on porte ça. Donc, moi, je vous propose d'avoir une grande vision des choses à la Google, en mode je pose un objectif dont je sais qu'il y a une chance sur 2 que je puisse l'atteindre. Et deuxièmement, se poser l'ambition d'aller chercher une vision qui vient de mes tripes, qui vient de mon cœur, qui vient de mon âme, en tout cas qui vient de quelque chose de très pur, très sain en moi et pourquoi pas de spirituel en moi. Et du coup là, on vient de voir qu'est-ce qu'il ne fallait absolument pas faire, c'est-à-dire ne surtout pas définir une vision à partir de son moi blessé ou à partir de son ego. Je propose également de définir un objectif ambitieux de la manière dont Google le ferait et de la manière la plus pure possible. Et puis ensuite, pour moi, il y a aussi une autre chose qui va vous permettre d'avoir une très très belle vision. Et ça, malheureusement, vous y pensez que très rarement. Donc restez bien jusqu'au bout de l'épisode puisque il me semble que c'est la partie la plus intéressante, celle-ci. Donc souvent, je vous disais, mes élèves, ce que je constate, c'est quand je leur propose l'exercice de la vision, elles posent leur vision à partir d'elles-mêmes. Et souvent à partir d'un elle-même blessé, qui a affronté des échecs qu'elle n'a pas surmontés, à partir de blessures, à partir de, voilà, en étant complètement à bout sur le plan de l'entrepreneuriat. Mon coaching est un petit peu le coaching de la dernière chance parce qu'elles ont investi dans tellement de choses qu'elles se disent, bon, je vais pousser la porte du mindset, peut-être que c'est au niveau mindset que ça bloque pour moi. Donc, elles arrivent un petit peu à bout. Et ces personnes-là, en étant à bout, elles définissent une vision à partir de ce qu'elles-mêmes elles ont accompli, ou en général plutôt ce qu'elles n'ont pas réussi à accomplir à ce jour. Et ça, c'est très problématique. Parce que quand on est musulman, on a la chance d'être croyant. On croit en un être supérieur doté d'attributs de perfection et d'excellence. Et ça, c'est ce que je dois souvent leur dire, c'est une vision. Ça ne se définit pas à partir de nous, mais ça se définit toujours à partir de sa toute-puissance, de son omnipotence. Et la seconde chose qu'on ira voir, c'est que quand on se positionne de cette manière-là, qu'on définit sa vision à partir de celui qui n'a pas de limite dans les trésors et la générosité, eh bien on va le voir nous conférer des dons, des qualités, des attributs, et voire même pourquoi pas l'identité nécessaire qui va nous permettre de devenir cette personne capable de réaliser cette vision-là. Suivez-moi bien, je vais développer. Donc la première chose à faire, effectivement pour moi, c'est que quand je définis ma vision, je dois m'extraire de moi-même. Je dois me rappeler à ma petitesse et je dois surtout me souvenir de sa grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms et il a encore plus d'attributs que ça. Et vous le savez, Allah, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Al-Karim, il est Al-Wahhab, il est Al-Fatah, il est Al-Aziz, il est Ar-Razaq. Et je ne comprends pas que les musulmans, en sachant ça, ils définissent une vision à partir de leur petite personne. Et après, ils s'étonnent d'avoir des business qui ne décollent pas. Ben ouais, parce qu'Allah, il vous en donnera pour votre business la vision que vous y avez placée. Et pourquoi pas être visionnaire et avoir ce coup d'avance sur les autres en tant que musulman et de se dire, attends, moi j'ai un créateur généreux, j'ai un créateur qui a les mains larges, j'ai un créateur pourvoyeur, j'ai un créateur qui donne le succès, qui facilite la victoire. Mais pourquoi je me prive de ça ? Allah, 5 fois par jour, il nous dit « Hayya al-salat, hayya al-falah » à courir à la victoire, à courir à la réussite. Et nous, on se priverait de ça. Donc, pensez différemment des autres, en pensant en dehors du cadre. Soyez outsider dans votre manière d'aborder la vision de votre entreprise. Même si vous n'avez pas l'ambition du million, vous pouvez quand même, en tant qu'être humain très terre à terre, prendre l'habitude, quand je suis dans ce type de fondation de mon entreprise, et moi je le fais même pour à chaque stade de mon entreprise, de connecter avec le divin et d'aller puiser dans sa grandeur. Vous ne vous suffirez pas de vous-même. Arrêtez cette suffisance. Allez puiser en lui, auprès de lui. Allah, il s'est donné des attributs, il s'est donné des noms pour nous dire qu'est-ce qu'on peut trouver en lui. Et ce qu'on peut trouver en lui, c'est la générosité, c'est la largesse, c'est le rizq, c'est notre subsistance. Donc, pour dessiner un plan de vie, un projet de vie pour votre entreprise et pour vous-même, souhaitez-vous le meilleur à partir de celui qui n'a pas de limite dans les trésors et les dons. Et ça, malheureusement, je constate que c'est pas votre mindset aujourd'hui. Et pourtant, ça devrait l'être. Et ça, dans tout type de projet. Ça, pareil, dans la vie personnelle. Tu veux te marier ? Ok, imagine le meilleur.
Imagine que le plus beau te donne un homme beau. Imagine que le plus grand te donne un homme grand qui aura les épaules pour t'accompagner dans la vie. Imagine que le tout-puissant te donne un homme puissant qui saura t'assister dans tes challenges du quotidien. Ça, c'est un réflexe qu'il faut prendre. Et avec urgence, là, il faut se secouer, les filles. Je comprends pas comment notre Oumma... Enfin, si, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi la Oumma, aura des pâquerettes niveau business. C'est parce que, malheureusement, elle a du mal à embrasser cet état d'esprit qui devrait être naturel pour nous. Sauf que nous ne concrétisons pas les noms d'Allah, mais les noms d'Allah, ils ne sont pas là pour faire beau. Ils sont là pour qu'au quotidien, on les honore et que chaque jour dans notre vie, on les concrétise. Et en tant qu'entrepreneur, encore plus. Parce que notre risque dépend que de lui. Là, il n'y a pas d'employeur pour faire barrage entre nous et lui. Allons directement à lui dès les fondations de notre business. La vision. Ça, c'est la première chose. Et quand vous avez bien fait cette chose-là, c'est-à-dire que vous avez raccordé au Très-Haut, au Divin, au Tout-Puissant pour poser la vision, le cap de votre entreprise, eh bien sachez que si vous avez posé une noble intention dans ce projet, et souvent ça commence par là, et d'ailleurs je vous l'ai dit ça à l'épisode de la semaine dernière, allez l'écouter si ça n'a pas déjà été fait, j'ai fait tout un épisode sur l'intention. Si vous avez posé une noble intention, qu'ensuite vous avez évoqué votre créateur par ses noms et attributs de perfection, eh bien sachez que on a juste à activer les causes pour ensuite se surprendre à nous voir développer des qualités et attributs, voire même une identité qui aujourd'hui nous fait défaut. Parce qu'en fait, ce que vous ignorez souvent, c'est que pour pouvoir avoir les résultats que vous escomptez, il va falloir devenir. Et pour devenir, il va falloir apprendre à être. Et pour être, eh bien c'est facile pour Allah, puisqu'Allah il a juste à dire à une chose soit et elle est. Je m'explique parce que peut-être que je vous ai perdu là. Vous avez l'ambition du million, ok ? On va dire que vous avez l'ambition du million, du demi-million, peu importe. Et vous dites, Ya Allah, toi qui es Ar-Razaq, toi qui es Al-Fatah, toi qui es Al-Wahhab, toi qui es le tout miséricordieux, le généreux, le tout-puissant, etc. Facilite-moi le demi-million pour mon entreprise, facilite-moi une entreprise qui se positionne numéro 1 sur ce marché-là, etc., etc. Sachant qu'au préalable, vous avez posé une bonne intention, ok ? Et vous lui demandez ça. Déjà, sachez que, petite parenthèse, que les savants ont dit que la manière d'être généreux avec Allah, la meilleure manière d'être généreux envers Allah, la générosité envers Allah, consiste à demander à Allah. Et ça, j'en veux pour preuve quoi ? Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha est un pilier de la salat. Okay, au niveau du fiqh, vous apprenez que pour la condition de validité de votre prière, il vous faut Surat al-Fatiha. Et Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient la dua, the dua. La dua dans laquelle vous dites quoi ? Vous dites, Ya Allah, guide-nous sur le chemin droit. Donc en fait, si on nous fait répéter 17 fois par jour cette invocation, eh bien sachez que Allah, il attend ça de vous. Il attend que non seulement vous croyez en ses attributs, mais qu'en plus vous les fassiez valoir dans votre vie. C'est-à-dire que c'est facile de dire Allah il est Ar-Razaq, Allah il est ceci, Allah il est ça. Mais quand tu as besoin de quelque chose, est-ce que c'est à lui que tu le demandes ? Eh bien oui. Moi, en tant que croyante, je m'autorise à voir grand, à être ambitieuse, parce que je sais qu'Allah il veut de moi que je porte le plus haut et le plus loin possible la communauté, afin qu'elle inspire les autres peut-être à revenir à lui, etc. Et donc, l'idée c'est de se dire que si je fais ça, si je pose une bonne intention, que je l'évoque par ses attributs de perfection et que je l'invoque afin qu'il me facilite en ce sens, eh bien, il va me douer de talents, de dons, de qualités et d'attributs, et peut-être même qu'il va me faire devenir la personne que je dois être pour être capable de réaliser le million, le demi-million, me positionner en leader sur ce marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour Allah, c'est facile de vous rendre riche. C'est ça que j'expliquais à cet élève qui avait du mal à faire l'exercice de la vision, qui était complètement cadenassé. Je lui disais, ok, toi avec tous tes échecs accumulés depuis 2018, je peux concevoir que ce soit difficile de poser une vision ambitieuse. Mais est-ce que tu crois, et ça c'est à toi d'être sincère là-dessus, est-ce que tu crois que pour ton créateur par contre c'est aisé ? Et est-ce que tu crois que ton créateur il peut se passer de tes capacités ? Est-ce que tu crois que ton créateur il peut te donner la capacité d'être celle qui est capable de faire un demi-million à l'année ? Elle m'a répondu oui. J'ai dit, ben voilà, quand tu poses ta vision, il n'est pas question de toi. Il est question de celui qui est au-dessus de toi, qui est pourvoyeur, qui est le pourvoyeur, le plus grand, le très haut, le tout-puissant. La hawla wa la quwwata illa billah. Il est de force et de puissance qu'en Allah. Allez demander, allez même quémander sa force et sa puissance dans vos activités. Comment vous faites pour vous en priver en fait ? C'est juste hyper étonnant. En tant que croyant, subhanallah, votre business, il doit rayonner de votre foi. Une fois qu'on a dit ça,
bien, il me semble qu'on en a fini pour l'épisode du jour. Je suis plutôt contente car il est assez court et c'est ce que je voulais pour cette émission de podcast. Si je dois récapituler un petit peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, retenez que vous ne devez surtout pas tomber dans le piège de définir votre vision à partir d'une version de vous qui porte des faux self, des traumas, des blessures, des échecs non surmontés, des choses que vous n'avez pas dépassées. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas réglé ces choses-là, effectivement, vous allez être bridé. Donc, il est tout à fait possible aujourd'hui de traîner des choses comme ça et malgré tout de très bien s'en sortir à condition de définir sa vision selon le Tout-Puissant. Sauf si, et ça c'est une des réserves que j'aimais, sauf si vous avez également des blocages qui se situent directement dans votre verticalité. C'est-à-dire que votre verticalité, elle n'est pas très bien ancrée. C'est une option aussi. Et ensuite, l'autre chose, vous l'avez compris, c'est si je veux poser une ambition, une belle ambition à la taille de ce qui vit réellement en moi, si je suis honnête avec moi, eh bien, ça va être peut-être de s'inspirer des géants comme Google, qui rêvent grand, qui s'autorisent à rêver des projets pour leur entreprise qu'ils ont une chance sur deux d'atteindre. Ça, c'est une belle manière d'aborder l'exercice de la vision et de vous dire en fait, ok, je vais me poser cet objectif, il y a une chance sur deux que je l'ai, et puis si je l'ai, c'est super, et puis si je l'ai pas, je m'en serai rapproché de très près, je serai hyper fière de moi. Et ensuite, surtout, ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est que en tant que musulman, on a la chance de ne pas être seul. On a la chance d'être comblé de la présence de celui qui est riche, celui qui est généreux, celui qui fait preuve de largesse envers celui qui se montre complètement en état de servitude auprès de lui et qui vient le voir en état de pauvreté en ayant la conscience qu'il est le détenteur de tous les trésors et de toutes les richesses de ce bas monde. Il faut juste avoir l'humilité de lui demander et de se rappeler qu'il est celui qui donne. Donc, ici, j'ai une petite aparté pour celles qui se reconnaissent dans ces fameux faux self que j'ai décrits. Celles qui se reconnaissent comme ayant vécu des choses non dépassées, qui ont du mal à définir une vision parce qu'il y a des blocages ou des manques de résultats réguliers dans le business, eh bien sachez qu'il est possible que vous ayez un travail à faire sur vous. Et si c'est le cas, je vous annonce l'heureuse bonne nouvelle que c'est enfin officiel. Vous pouvez désormais réserver de manière publique un rendez-vous avec l'une des coachs business de mon équipe. Je vais vous mettre le lien en description de l'épisode du jour. C'est un appel stratégique offert dans lequel on va justement vous questionner pour identifier quel est l'état des lieux de votre mindset, vérifier aussi comment ça se passe pour vous au niveau stratégique et venir identifier où est-ce que ça bloque pour vous aujourd'hui. Et si c'est du mindset, Inch'Allah, on va pouvoir vous proposer un plan d'action clair pour voir où est-ce que vous avez besoin de travailler et peut-être, pourquoi pas, travailler avec vous. On en a fini pour l'épisode du jour. Je vous retrouve Inch'Allah la semaine prochaine autour d'un sujet qui va consister à parler de la mission. Et oui, on a parlé de l'intention, on a parlé de la vision, il est temps qu'on se parle de mission. Et on va se parler surtout de la nécessité d'avoir un business au service d'une mission. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à noter l'épisode du jour, à le commenter et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé et les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde à l'avenir, Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et j'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le 5e épisode. Salam alaikum.